Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver pour un topo lecture parce que c'est finalement ce que je préfère partager avec toi, les livres que j'ai lus. Au programme pour aujourd'hui, eh bien, tu vas retrouver quand même quelques graphiques du manga, de la poésie, du contemporain et un recueil de nouvelles. J'en ai peut-être oublié, mais voilà grosso modo le topo. Je commence tout de suite avec La Petite Bonne que j'ai écouté via Spotify, donc c'est un livre audio. Ce livre a été publié en 2024 et écrit par Bérénice Pichat. On va suivre une bonne dans les années 50, je pense, ou un petit peu avant, parce qu'on est en tout cas après-guerre 40-45. Très rapidement, cette jeune femme va se retrouver à devoir garder son maître, Blaise, qui est en situation de handicap, il est en chaise roulante, et parce que pour un week-end, son épouse a envie, ou en tout cas a besoin de se rendre en week-end chez des amis, eh bien, elle demande à la jeune bonne de s'occuper de Blaise, le temps donc de ce week-end. Ils vont se retrouver donc en promiscuité, là où ils ne se connaissaient pas du tout, ils ne se parlaient pas du tout. Et cette promiscuité va les amener à s'observer et à se parler au final. Et ces discussions vont changer pas mal de choses que je te laisse découvrir si jamais tu as l'occasion de lire ou d'écouter cette histoire. C'est un roman qui est axé sur le psychologique puisque nous allons observer de loin, pas que de loin, parce que nous avons aussi le point de vue de certains des personnages, donc on est dans leur tête et on est avec leurs pensées, mais on va les voir évoluer, donc on a vraiment ces changements dans la psyché, dans les comportements et dans leur manière de voir les choses, et c'est vraiment tous ces aspects-là qui vont être au cœur du roman et qui vont nous intéresser. On va également remonter dans le passé de ces personnages pour comprendre un petit peu comment ils en sont arrivés là, surtout Blaise. Et on va faire un grand focus sur les différentes relations entre les personnages. Voilà ce qu'il en est de l'histoire. Maintenant, par rapport à mon avis, je suis assez mitigée. Bon, comme ça m'arrive assez souvent, mais ça veut dire que j'ai trouvé des points qualitatifs et des points positifs, mais qu'à l'inverse, j'ai aussi été déçue ou que certains éléments m'ont moins plu. J'ai trouvé que parfois la narration n'était pas très claire. Je trouvais que c'était un peu confus, que ça manquait parfois un peu de cohérence, c'est-à-dire que je n'expliquais pas avec juste leurs explications pourquoi certains personnages se comportaient d'une certaine manière. Ça n'est pas arrivé tout le temps, mais c'est quand même arrivé 2-3 fois où je m'interrogeais sur la faisabilité, la véracité ou la crédibilité du pourquoi est-ce que le personnage réalisait telle action. Et parfois, ce sont des actions qui ont un énorme impact et là, je n'ai pas été très convaincue. Ensuite, je trouve que parfois certains épisodes traînent en longueur. Quand je dis certains épisodes, c'est certains passages évidemment, puisque on s'apesantissait sur ce qu'ils pensaient, sur leur passé, mais je trouvais que parfois ça traînait en longueur, je n'ai pas d'autres mots. Mais globalement, j'ai apprécié l'écoute de cette histoire, que j'ai trouvé sympathique en fait. Je pense qu'à l'écrit, il y a une forme spéciale, parce que quand je l'ai feuilleté en librairie, j'ai vu qu'il y avait parfois certains passages écrits d'une autre manière, et peut-être que ma lecture avec un support écrit aurait été différente, mais en tout cas ici, voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que ce qu'ils veulent mettre en avant au niveau du psychologique, voilà, me parle, et j'aime les aspects qui ont été montrés, mais voilà, il y a ces petits défauts qui font que ça c'est resté une bonne lecture écoute. Voilà pour ce premier livre. Alors là, je suis super contente de te présenter Décomposé, qui a été écrit par Clémentine Beauvais en 2021. Ça a été publié ici aux éditions l'Iconopop. J'en avais entendu beaucoup parler il y a quelques années maintenant. J'avais envie de le lire depuis longtemps, mais voilà,
je ne m'étais pas procuré cet ouvrage. Maintenant, c'est chose faite, je l'ai lu, qui plus est. De quoi ça parle? Avant de te donner mon avis, même si je pense que tu te doutes de l'appréciation finale. Mais on reprend depuis le début. Au détour d'un chemin, Charles Baudelaire et Jeanne, son amante, voient le corps d'une femme qui est décédée et qui est en cours de décomposition. On sait, on apprend assez rapidement que ce cadavre va être la future charogne donc, du poème de Charles Baudelaire, mais elle n'est pas que cela. Et c'est ce que cet ouvrage va nous révéler. On va évoquer dans cette histoire et revenir dans le passé du cadavre de la jeune femme. On va vibrer entre guillemets avec elle parce qu'elle va nous raconter son vécu. Et c'est un destin assez hors du commun. C'est une belle histoire de sororité. Et donc c'est une autre voix qui a droit au chapitre grâce à Clémentine Beauvais, puisque le parti pris, c'est que Jeanne va aussi donner sa version de la charogne. Donc je trouve que déjà c'est habilement mené et construit, en tout cas l'idée de base est très originale et en plus c'est super bien exécuté. J'ai adoré la plume de Clémentine Beauvais dans ce roman, mais qui va allier aussi de la poésie parce qu'il y a pas mal de passages qui sont extrêmement poétiques. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux aspects. Il y a beaucoup de passages que j'ai trouvés fulgurants, des passages extrêmement beaux, extrêmement puissants, très forts, très touchants, et parfois très piquants, dans le sens drôle et sarcastique, ce qui n'est pas non plus pour me déplaire. D'ailleurs, pour illustrer ce côté sarcastique, j'ai envie de te lire un petit passage. C'est le chapitre 4 qui s'intitule « Détour d'un sentier 1855 ». Et en gros, c'est donc le cadavre qui parle et qui nous dit ceci. « Pourrir ainsi au détour d'un sentier, un grand festin pour les toutes petites volontés. On m'emporte à dos de fourmis de façon très organisée. Je suis une ligne de miettes qui rentre à la maison. Les moucherons ont des délicatesses de danseuses, ils marchent à petits pas comptés, sur les globes laiteux de mes yeux morts. Ils se croient sur du verre fumé. De mon vivant, j'en ai connu des parasites, ils étaient moins polis. Il y a eu les hommes des maisons closes, même les mieux lotis, qui derrière des buissons de roses apportaient leur ennui, leur maladie, leur désir imprécis. J'ai vite abandonné la tâche. De toute façon, je n'étais pas assez belle et je n'étais pas assez grasse. Mes côtes, comme un clavier dur, il se vengeait de ma maigreur en jouant du clavecin dessus. Bon, évidemment, ça continue. En relisant, je me rends compte que c'est roman parce qu'il y a toute une histoire qui est contée, mais en même temps poésie parce qu'il y a quand même pas mal de phrases, de vers rimés. Je ne sais pas comment l'intituler. En tout cas, c'est une réalisation que j'ai adorée. Qu'est-ce que je peux dire en plus ? Oui, il y a un grand aspect aussi que j'ai beaucoup apprécié, même très très fortement apprécié, puisque c'est un texte qui dénonce. Il va mettre en évidence aussi les mauvais traitements des femmes et dénoncer ces actes-là. C'est une personne qui est engagée que ce cadavre, et on va vite le comprendre quand on va lire son récit. C'est une écriture que j'ai vraiment trouvée délectable, j'ai ressenti pas mal d'émotions en plus, on a envie de le relire, on a envie de l'offrir, j'y pense souvent, et ce sera sans doute une de mes lectures marquantes pour cette année. Très très belle réussite, j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'ai lu Le livre qui muscle, qui a été écrit par Léo Lebrun, on est aux éditions du Penseur, et ça a été publié en 2025. Ici, c'est tout un concept, parce que grâce à ce livre, nous dit-on, tu peux contracter, presser, serrer le livre et ainsi faire jouer ta musculature et ton muscle plus précisément. C'est une ode à la culture du muscle, un peu dans le genre un esprit sain dans un corps sain. Si l'idée me plaisait et m'avait été bien vendue par la personne qui tenait le stand et qui travaille dans la maison d'édition du Penseur, qui est, je le rappelle,
une de mes maisons d'édition préférées, je ne le répéterai pas assez. Mais ici, en moi, j'ai été un peu déçue. En tout cas, le texte ne m'a pas parlé, ni sur la forme, ni sur le fond. Malheureusement, c'est un grand loupé pour moi. Alors pourquoi ça? Parce que déjà, au niveau de ce que l'histoire veut raconter, j'ai trouvé ça très répétitif. Je vais te lire un passage et en gros, ce qu'on va y trouver se répète tout au long du texte. Nous sommes faits de muscles. Nos muscles font que nous sommes. Sans muscles, nous ne sommes pas. Nos muscles peuvent nous sommer. Sans moi, tu n'es plus rien. Tu ne peux pas me quitter. Tu dois vivre avec moi. Tu ne peux pas m'oublier. Tu peux t'oublier toi. Tu peux ce que tu peux, mais jamais sans les muscles. Tes muscles te font vivre et tes muscles te parlent. Ils disent la vérité. Ils ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais. Si tu as mal au dos, si tu en as plein le cul, si tes jambes te trahissent, si tes bras baissent les bras, si tu baisses les bras, le tout est musculaire. Les muscles parlent de tout, du monde du corps de toi et des autres puissances. Et le tout est du même acabit. Alors honnêtement, j'aime le concept, j'aime plein de sonorités, mais j'ai trouvé ça très très redondant parce que quand on a compris, et avec cette page-là, on a compris ce que l'auteur voulait dire, je trouvais que le reste devenait un peu vite lassant, passé la surprise du début. Ensuite, à part ce message qu'il faut entretenir le muscle et qu'il n'y a pas que la culture de l'esprit, j'ai trouvé qu'on s'arrêtait un petit peu là, même si parfois on a des petites idées qui sont disséminées. Pour moi, c'était pas assez limpide, j'ai envie de dire, ou pas assez présent. Donc, je suis restée clairement sur ma faim au niveau des messages et de ce qu'on voulait nous faire passer. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à en dire parce que j'ai parlé de la forme, hein, si je te montre un petit peu, c'est très original puisque il y a parfois des répétitions de phrases ou de mots, parfois on a des phrases avec juste 2-3 mots. Donc voilà, c'est une forme qui est originale, c'est une manière de s'exprimer originale aussi, une idée originale. Je n'ai pas accroché, donc c'est un loupé pour moi. Je te parlais de manga, je vais te présenter d'abord Frieren, que je t'ai déjà présenté sur la chaîne, dans le cadre de précédentes topo-lectures. Je suis au tome 13, c'est un manga qui est dessiné par Tsukasa Abe, et au scénario, on a Kanehito Yamada. On est aux éditions Kiun. Le résumé, c'est une elfe, Frieren, qui, dans un premier temps, a effectué tout un voyage, un périple avec des compagnons pour tuer le roi des démons. Ils y sont parvenus, elle a créé certains liens, elle a un petit peu évolué grâce à ses compagnons et on la retrouve quelques dizaines d'années plus tard avec d'autres compagnons. Et ce que le lecteur va constater, c'est comment est-ce que Frieren a évolué et puis la quête de ce nouveau groupe. Il y a pas mal d'éléments de fantaisie aussi et c'est un peu tout le charme de cette histoire. Dans cette série, tu vas retrouver de l'action, puisqu'il y a des combats avec les différents monstres. Tu vas retrouver du relationnel entre les différents membres de ce groupe, et puis un petit peu de psychologique, puisqu'il y a l'évolution de Frieren. Tu vas retrouver de très beaux dessins. Moi, en tout cas, je suis très sensible à l'univers de Frieren, que je trouve très joli, très élégant. Et donc dans ce monde un peu féerique, puisque les combats, alors il y a de la force pure, mais il y a également des combats magiques, il y a des mages, il y a des démons, des elfes, des grimoires. Donc voilà, si tu aimes cet univers-là, tu vas être ravi. J'ai trouvé que dans ce tome 13, on était dans un tome un peu de transition. J'ai, je l'avoue, un peu moins apprécié ce tome-ci. J'ai trouvé qu'on n'avançait pas énormément dans l'histoire, que ça stagnait un petit peu trop par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Et donc, même si j'aime cet univers, finalement, je me suis un petit peu ennuyée. Donc, j'espère que la suite va prendre un autre tournant et qu'on va revenir au sel de Frieren. Et puis, une toute autre ambiance, un autre manga. J'ai avancé dans la série Solo Leveling, puisque là, je suis au tome 16.
On nous dit que c'est réalisé, dessiné, je ne sais pas très bien, par Dubu, Ready Studio, Shugong et Ashgun. Je ne sais pas s'il y a une maison d'édition dans le lot ou à quoi ça fait référence, mais bon, voilà, je les cite pour que tu aies toutes les informations. Ici, au niveau du résumé, c'est notre personnage principal ici qui a vraiment bien évolué. Je vais essayer de ne pas trop t'en révéler, mais parce qu'on a bien avancé dans l'histoire. Au départ, on est dans un univers dans lequel il y a des guildes avec des chasseurs de démons aussi, des chasseurs qui permettent de sauver la population en tuant ces différents monstres, démons, etc. Et eux-mêmes gagnent des points, gagnent de l'argent lorsqu'ils réussissent la chasse et qu'ils protègent un donjon et qu'ils tuent le monstre principal. C'est donc très en lien avec les jeux vidéo et ce qu'on peut retrouver dans des jeux un peu classiques. Bon, j'en ai pas une grande expérience, donc je ne peux pas trop en parler, mais il y a pas mal de parallèles et de points qu'on retrouve. La particularité de ce manga, c'est que le personnage principal qu'on suit au début est un chasseur, mais de piètre qualité. Il ne réussit pas grand-chose, mais bon, il s'accroche, il est opiniâtre, et il va être entraîné dans quelque chose d'assez fou, d'assez surprenant, puisque en s'entraînant, il gagne de l'expérience et il va évoluer. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est un tome où là, à l'inverse de Frieren, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'action. J'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup l'évolution du personnage, j'aime bien ce qu'on en fait et j'aime bien les thématiques liées à son passé. J'aime généralement les combats aussi, mais là, je trouvais qu'il y en avait vraiment trop. Et quand je dis trop, c'est même pas des actions différentes. Je trouvais que c'était centré sur quelques combats, il n'y en a pas énormément, mais que ça tirait en longueur, qu'il y avait énormément de pages sans texte, pour le dire de manière triviale. Et donc on est sur cet enchaînement de pages pour montrer ce combat qui dure vraiment très très longtemps. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'était aussi pas équilibré à mon sens. Donc j'étais un peu déçue par ce tome là aussi. Je pense qu'on se rapproche de la fin et eh bien j'ai un peu hâte de terminer. Bon, j'espère que les derniers tomes vont rehausser tout ça parce que vraiment dans l'ensemble c'est une très très bonne série. Et puis j'ai continué de lire la série donc Les 5 Terres qui a été écrite et illustrée par Léoline et l'Herculé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, on est aux éditions Delcourt. Ici, j'ai donc terminé le cycle 1 d'Angléon avec les tomes 5 et 6. Je vais garder le tome 6. C'est toujours suite à une recommandation d'Oriane de la chaîne Misère Pourpre que j'ai entamé cette série. Et grand bien m'en a pris parce que j'ai davantage apprécié même ces 2 derniers tomes pour ce cycle. Il y en a déjà un deuxième qui est sorti et je pense que les 6 autres tomes pour le cycle 2 sont déjà sortis. Alors, de quoi ça parle? On est dans un royaume dont la terre principale c'est Angléon. Les régnants sont des tigres. Et il règne non seulement sur Angléon, mais aussi sur les 4 autres terres, puisque au final, il règne sur 5 terres lorsqu'ils sont dirigeants d'Angléon. C'est un peu l'idée de Game of Thrones, avec les différentes couronnes. Ici, c'est du même acabit pour cette idée-là. On va suivre dans le premier tome la fin du règne du roi dirigeant. Il est malade et on se demande qui va prendre sa place, qui va lui succéder. C'est donc tout un enjeu de prise de pouvoir, de trahison, de complot et de manipulation aussi, qui sont les enjeux de cette série. J'ai trouvé que ces 2 tomes-ci étaient très enthousiasmants
Je trouve que là, le décor est bien planté, on sait qui est qui, les intrigues vont se poursuivre, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors depuis le début, beaucoup de choses avancent, mais je trouve qu'au départ, ça avançait un petit peu trop vite. Là maintenant, je trouve que c'est bien plus stable, en tout cas bien plus équilibré. Il y a de réels enjeux avec les personnages parce que certains, même beaucoup, meurent. Ils se font trahir également. Il y a beaucoup de tensions quand on lit cette série. J'ai adoré évidemment les petites tactiques pour prendre le pouvoir. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de psychologie qu'on ne connaît pas. Alors, on ne connaît pas énormément les différents personnages. C'est pas ça qui est important. On sait s'ils sont du bon côté, du mauvais côté. On sait s'ils évoluent, s'ils vont trahir, si on peut leur faire confiance. En tout cas, ça va se jouer là-dessus. Mais voilà, c'est pas développé outre mesure ou d'une autre manière. On ne connaît pas leur passé, voilà. Bon, je le dis parce que c'est un aspect que j'aime bien retrouver. Ici, c'est pas vraiment ça qu'on retrouve, c'est pas si dérangeant que ça, mais ça n'est pas présent. En tout cas, quand j'ai terminé ma lecture du 6e tome, je n'avais qu'une hâte, c'était poursuivre, savoir ce qui allait leur arriver et comment est-ce que tout ça allait évoluer. Voilà, si tu aimes évidemment toutes ces questions de système politique, de prise de pouvoir, de complot et de trahison, tu en auras pour ton argent. Et puis le dernier livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Sirène debout, Ovide rechanté, par Nina McLaughlin, aux éditions La Volte, et ça a été publié en 2023. C'est traduit de l'anglais par Yuvan parce que c'est une autrice états-unienne. Dans ce recueil de nouvelles, on va être sur une revisite des métamorphoses d'Ovide. Donc chaque nouvelle va nous placer dans la tête d'un personnage qui a subi une pression, du harcèlement, un viol de la part d'un homme. Généralement, il y a d'autres choses, mais grosso modo, on tourne autour de ça, violence faite aux femmes. C'est donc un recueil pur et dur de dénonciation et de critiques évidentes. J'ai à nouveau aimé l'idée générale parce que c'est original d'avoir au niveau de la forme chacune des nouvelles qui a une forme particulière et en même temps au niveau du fond le changement de ce que peut être le personnage qui s'est transformé à l'origine, puisque on a la base du personnage mythologique ou mythique, et puis comment est-ce que là ça va être compté. Donc c'est très original. Parfois c'est au temps actuel, parfois on est au temps des dieux d'avant. Le langage est revisité, parfois c'est très brut, parfois c'est vulgaire, parfois c'est en poésie. Donc tout est très varié, très différent. Ça donne voix aux victimes et ça j'ai aimé. Maintenant, j'ai peu aimé certains styles que j'ai trouvé trop vulgaires, trop violents. Ça se veut comme ça, mais moi j'ai été dérangée par cette forme, même si ça a du sens. Et donc malgré cette forme originale, moi je trouvais que le contenu aussi était un petit peu trop similaire, un peu trop répétitif. Dans le sens où quand on en lit 3, on a compris le propos et la dénonciation. Du coup, j'en retire peu, j'en retire du cynisme, un sentiment dramatique d'impuissance, ça c'est très réussi. On ne se sent pas forcément bien après la lecture de ce livre et c'est normal, c'est très pesant, révoltant, mais j'aurais aimé être emportée par la plume et donc que ce soit un petit peu plus sensible. En tout cas moi, ça m'a moins emporté que ça aurait pu, même si vraiment l'idée était top. Voilà, c'en est tout pour ce topo. J'espère que tu as trouvé certaines idées. N'hésite pas à me partager ce que tu veux en commentaire comme d'habitude. Je te dis à très bientôt et en attendant que le plaisir de lire soit avec toi.